Bon, je vais me présenter, donc moi c'est Yann Bonnel, je suis un développeur passionné. Pour ceux qui étaient au premier ou deuxième Devox, je ne sais plus, ils remarqueront les 3 N dans passionné. Donc j'ai créé ma boîte avec... Ouais, après je vais m'asseoir, hein, mais, pour le... oui, donc je disais développeur passionné, je fondais ma boîte en janvier avec 3 autres associés. Mes technos de prédilection actuelles, c'est celle-là. Après, ça change de manière récurrente. On va parler de load balancing. Donc du load balancing, pourquoi on en fait le load balancing, pourquoi on en fait? Donc le premier point, c'est la traduction littérale, c'est la répartition de charge. Si on a plusieurs serveurs, on veut que la charge soit répartie entre plusieurs serveurs. Mais c'est aussi 2 autres points en général qu'on lie au load balancing. C'est la haute dispo. Si on a un des serveurs qui crash, on ne veut pas que l'utilisateur soit impacté. Et c'est aussi de pouvoir déployer sans arrêt de service. Si on n'a pas de load balancer, que tout le trafic arrive sur un serveur, si on arrête, il n'y a plus de trafic. Donc souvent avec le load balancing vient le fait de faire ça, de pouvoir déployer sans impact utilisateur en rolling upgrade. Load balancing traditionnel dans les entreprises, alors tout ce que je vais dire aujourd'hui avec les Kubernetes ou les trucs comme ça, on est bien loin de ça. Là, on est plus sur les trucs où on installe sur un serveur physique, etc. Là-dedans, le load balancing traditionnel, en général, c'est ça. On en a mis 2, mais évidemment, il y en a plus. Le load balancer, en général, physiquement, il est redondé. Mais c'est un utilisateur qui demande pour une IP, qui fait un get HTTP sur une IP. Load balancer, il répartit le trafic TCP entre nos 2 backends finaux et point. En général, dans les grosses entreprises, l'élément load balancer, c'est un boîtier F5 ou BigIP. Et voilà. Maintenant, dans le web, en fait, il y a un truc qu'on a tendance à oublier, c'est le DNS. De plus en plus, HTTP, on sait comment ça marche, on sait que c'est un appel sur une IP où on file l'hostname, la ressource. Si on a creusé un poil, on est même capable de le faire en telnet directement, c'est pas très compliqué. Mais avant cette phase-là, il y a une première phase qui est le fait de faire une requête DNS pour savoir quelle est l'IP de mon site. Donc quand on tape google.com, la première action, si ce n'est pas dans le cache, c'est de demander l'IP de google.com et après on contacte cette IP-là. Et du coup, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette partie-là, ces DNS, pour faire du load balancing? Ça existe depuis belle lurette, je ne vais rien vous raconter de nouveau. Le round robin DNS, c'est ultra simple. Qui comprend ce qui est marqué là? Donc qui a déjà fait du DNS? Ok, la moitié. Ça c'est très simple, c'est ce qu'on appelle la map DNS. C'est pour un nom, là l'enregistrement est type A, donc on associe une adresse IP à un nom. Pour un nom, je donne une adresse IP. On a possibilité d'en mettre plusieurs. Et on va essayer de faire une démo si ça marche. Hop. Donc la démo, première chose, je vais démarrer mon infra. Donc c'est des machines virtuelles que je démarre. Hop, vous allez voir qu'il y en a quelques-unes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le premier qu'on voit en haut, donc c'est que des Debian, c'est mon OS serveur préféré, donc c'est toutes des Debian. Le premier, c'est mon DNS primaire, c'est là-dedans que je vais renseigner mes maps DNS. Web 1 et Web 2, donc le deuxième et le troisième, c'est mes backends. Là-dessus, c'est juste un Nginx qui est installé et qui sert à un fichier TXT. Pour les besoins de la démo, c'est suffisant. Et après, pourquoi c'est 10 clients? Clients, c'est mal nommé. C'est en fait des DNS secondaires. Pourquoi j'en ai plein comme ça? C'est parce que dans la vraie vie, sur Internet, des DNS, il y en a des milliers, voire des millions. Et pour imiter ça, je suis un peu obligé de gonfler un peu mon infra DNS. Sinon, ce serait toujours le même DNS qui me répondrait. Donc avec son cache, au TTL près, il va me répondre la même chose tout le temps. Donc pour imiter la répartition qu'offre Internet, c'est pour ça que j'ai beaucoup de VM. Première chose qu'on va essayer de mettre en place, c'est du round robin DNS. Premier truc que je vais vous montrer, je vais faire un dig sur... je l'ai fait tout à l'heure, c'était Amazon. C'est juste pour vous montrer que c'est pas nouveau. C'est pas le bon exemple. C'était pas Amazon? Voilà, c'était sur Amazon.com.
Sur Amazon.com, hop, ils font ça. D'accord? Alors, ils font pas que ça. Hein. Mais quand je demande l'adresse IP d'Amazon.com, on voit que j'ai 3 adresses IP. D'accord? Donc, c'est pas un truc exotique du tout. Du coup, on va essayer de mettre ça en place. Donc, je vais aller sur mon serveur DNS. L'adresse IP enfin le nom de mon service, c'est ça. Donc simple.ybonnel.lan. Si je fais le dig aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Donc je modifie ma map DNS. Je vais vous montrer telle qu'elle est actuellement. Actuellement, ma map DNS, elle contient quoi? Elle contient le fait que le DNS pointe sur ma machine DNS, que Web1 pointe sur mon Web1 et que Web2 pointe sur mon Web2. Donc ici, on va juste rajouter qu'on veut que simple de type A pointe sur 192.168.2.11 et pareil pour le deuxième. Hop, et truc à pas oublier, incrémenter le serial, sinon ça ne marchera pas. Hop. Si je refais mon dig, normalement, vu que c'est une démo, ça ne marchera pas. Ah ben si, ça marche. Hop. Donc là, j'ai bien 2 enregistrements de type A qui pointent. Comment la sélection entre les deux va se faire? En fait, c'est le client de l'accès au DNS qui va choisir. D'accord. Dans les faits, là, c'est pas visible parce que comme il y a un gros TTL, ça va pas bouger tout de suite. Si le dig rappelle. Non. Si, voilà. On voit que l'ordre change de temps en temps. À un moment, c'était 12 en premier. Voilà. L'ordre change. Ça, pourquoi? C'est parce qu'il y a plein de clients DNS qui implémentent en prenant le premier. D'accord? En prenant le premier de la liste. C'est d'ailleurs ce que je fais moi dans mon implémentation qu'on va voir tout à l'heure. On va essayer de faire une démo. Je vais vous montrer ce que fait la démo. C'est pour ce qui est utilisé derrière, c'est du. Donc là, je suis en Kotlin. Qui comprend pas du tout le Kotlin? C'est bon. Du coup, un test, donc faire une requête pour imiter un client, c'est faire quoi? C'est d'abord faire une requête DNS pour récupérer l'adresse IP. Je ne repose pas sur la résolution. Enfin, je fais vraiment l'appel au DNS. Sinon, je vais me manger toutes les problématiques de cache et on ne verra pas le load balancing final. C'est pour ça que je fais la requête DNS moi-même. Et derrière, j'appelle sur le port 80 l'IP, donc c'est l'IP là, hein, sur le hostname.txt. Donc ça, c'est le test. Et c'est pas celui-là. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais faire, ce que mon test lance, c'est qu'il lance 1000 utilisateurs virtuels et chaque utilisateur requête à peu près toutes les 10 secondes. Et ce qui est graphé ici, c'est le nombre, donc toutes les secondes, le nombre de requêtes qui se sont bien passées, le nombre de requêtes qui se sont mal passées, et le nombre de requêtes qui sont arrivées sur Web 1 et le nombre de requêtes qui sont arrivées sur Web 2. On va démarrer la démo, on va voir ce que ça donne. Là, donc j'ai dit 1000 utilisateurs toutes les 10 secondes, donc si vous faites un calcul savant, c'est à peu près 100 requêtes à la seconde. Pour plein de raisons, la pente est légèrement croissante, donc j'arrive aux 1000 utilisateurs au bout de 30 secondes de mémoire. Donc j'ai démarré à 4, 30, 31, donc là on est sur le cap. Donc là on a 100 requêtes à la seconde qui arrivent sur ces deux serveurs-là. On voit que la répartition n'est pas mauvaise. Par contre, ça a quelques défauts. Donc on a dit que le load balancing, c'était pour 3 choses. Répartition de charge, ça on voit que ça marche pas trop mal. Dans la vraie vie, il y a des défauts. Pour l'expérimenter vraiment en prod, ça. La répartition n'est pas du tout parfaite. On va se rendre compte qu'à un moment, on va avoir un des serveurs qui va prendre plus de la... Nous, on en a 3. Qui a un des serveurs qui va prendre la moitié, voire plus du trafic. Enfin, il y a des effets comme ça... qui ne s'explique pas simplement, mais où voilà, on a plus de trafic qui arrive sur un des serveurs que d'autres. Donc la répartition est loin d'être parfaite, il ne faut pas s'attendre à avoir une répartition de charge comme un F5 ou un load balancer OVH. C'est vraiment pas parfait. Par contre, ça a le mérite d'être simple à mettre en place. Maintenant, on a dit qu'il y avait 2 autres choses qu'on voulait pouvoir faire avec le load balancing. C'est faire un déploiement sans perte de client en route. Alors ça, il y aurait un moyen, c'est de changer la map DNS, d'enlever un des enregistrements A, et puis d'attendre la propagation des DNS.
Le TTL, il va y avoir la propagation plus le TTL, donc on peut le faire, mais ça va prendre du temps avant d'être propagé. Et l'autre truc qu'on a dit, c'est qu'on voulait être résilient au crash. Donc on va voir ce qui se passe si je fais un destroy de web 1. Ok, donc là je crash un des deux backends. Donc là on voit que le nombre d'erreurs il est à 58, donc à peu près la moitié. Donc on voit qu'en gros tout ce qui est arrivé sur web 1 est maintenant en erreur, mais ça ne résout pas du tout ce problème. Après ça paraissait évident. Dans les faits, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a débat. Il y a une partie des clients DNS qui, quand sont plusieurs adresses IP, donc quand ils ont eu plusieurs enregistrements A répondus au nom de domaine, s'ils n'ont pas de réponse avec le premier, ils vont essayer le deuxième et ainsi de suite. Par contre, c'est visiblement pas implémenté par tout le monde, donc dans tous les cas, il y en a qui seront en erreur. Alors, ce que tu pourrais faire, alors tu peux pas couper les appels. Hein. On ne fait pas du load balancing. On dit juste au client, voilà les serveurs que tu peux contacter, et c'est le client qui se démerde. Ce que tu pourrais faire, c'est réagir. Ça se fait. Il y a des services pour modifier la conf de bind en fonction d'événements extérieurs. Donc, tu pourrais réagir à la disparition d'une machine pour aller enlever ton enregistrement de type A. Mais tu vas te manger les TTL et compagnie. Donc là, voilà, le serveur a redémarré. On a de nouveau une bonne répartition. Hop. Donc après, on va voir si on peut aller un peu plus loin. Donc oui, pardon, je reprends. Donc le round robin DNS. On a vu que ça, c'était les 3 éléments qu'on voulait du load balancing. En gros, avec le round robin DNS, on a ça. D'accord. Ensuite, il y a une deuxième méthode avec les DNS. Ce qui s'appelle, mais je ne sais pas si c'est un nom officiel, en tout cas, les blog posts français qui en parlent de cascading NS. C'est pas récent, hein, ça fait longtemps qu'on en parle. Et le principe de base, c'est qu'en fait, on peut aussi avoir plusieurs enregistrements de type NS. À qui ça parle pas le type NS en DNS? C'est tout? Il y a plein de timides. Donc NS, c'est pour name server. Donc là, ce que dit mon tableau de droite ici, c'est juste que le sous-domaine, donc là on est dans un sous-domaine d'une zone. Donc on imagine que le fichier de config, c'est le fichier de config de la zone ybonnel.lan. Et à la place de mon site, on va utiliser NS tout à l'heure, donc tout le sous-domaine, il n'est pas géré par ce DNS directement, il est géré par cet autre DNS, donc Web 1, mais on en met plusieurs, et ça, la norme évidemment le permet. Parce que le DNS, pour le coup, on en a toujours plusieurs. Hein. Enfin, c'est fait pour résister au crash, les DNS. Et voilà, donc on en met 2. Et après, de manière un peu plus complète, on va voir ça. Donc je vais reprendre le micro. Hop. Donc là, l'utilisateur, comme tout à l'heure, on a vu la première chose qu'il fait, au cache près évidemment, hein, il va demander quelle est l'adresse IP de mon site. Il va arriver, alors là j'ai simplifié un peu, hein. Dans la vraie vie, on a le registrar au-dessus, le registrar on le délègue à nos DNS, il y a plusieurs couches de DNS, d'accord. Juste je vais simplifier, on imagine que ça c'est notre ferme de DNS. Cette ferme de DNS là, elle va répondre que mon sous-domaine de mon site, il est géré par Web 1 et Web 2 directement. Web 1 et Web 2, c'est vraiment les adresses IP de mes serveurs physiques sur lesquels j'ai mes applis. Hein. Et les serveurs sur lesquels j'ai mes applis d'installer, je vais aussi installer un petit serveur DNS, donc un bind par exemple. Et lui, je vais le configurer comme ça. Je vais lui dire que sur Web 1, pour mon site, l'adresse, c'est 2.11. D'accord ? C'est mon adresse IP. Et je ne parle pas de l'autre. Je mets un TTL court. Il y a débat entre est-ce que c'est 60 secondes le plus petit TTL possible, est-ce que c'est 3 minutes. Il y a débat. Tout à l'heure, je peux vous refaire l'audit sur Amazon. Sur Amazon, le TTL était à 60. Donc visiblement, on a le droit d'utiliser 60. En dessous, ça se fait pas. À une époque, je ne sais pas si ça a changé, à une époque, les DNS de Free, quand tu répondais avec un TTL de 60, ils disaient je t'emmerde, et ils mettaient un TTL de 30 minutes. Donc, il y a des FAI qui ne jouent pas forcément le jeu. Et l'autre, on va lui donner la deuxième IP.
Et du coup, ce qui va se passer, c'est que lui va interroger lui, qui n'est pas forcément le mien, parce que dans la vraie vie, des DNS, il y en a plein, et il y a des mécanismes de synchro. Donc il interroge un DNS qui a cette map DNS là. Le DNS va interroger soit Web1, soit Web2. S'il interroge Web1 qui ne répond pas, il interrogera Web2. Il prend la réponse, il la renvoie au client. Okay. Vous voyez assez bien que finalement, avec grosso modo le même principe, on fait la même chose. Juste pour montrer ce que je disais tout à l'heure, voilà. Amazon, TTL à 60 secondes. Alors juste pour les besoins du test, moi je vais me mettre un TTL à 10 secondes. Ça marche parce que je suis en local, hein. Faites pas ça dans la vraie vie. J'aurais pu mettre encore moins. Donc première chose à faire, allez, tac, je suis là. Allez modifier la map DNS de mon serveur DNS primaire. Hop. Mon cas c'est ns.y.nl.lan l'adresse. Donc c'est un enregistrement ce coup-ci de type ns qui pointe sur web1. ns, in, ns, web1. Petite info pour ceux qui n'ont jamais fait de config DNS, là j'avais mis un point à la fin. Le point à la fin, ça veut dire que c'est racine. Donc c'est l'adresse complète. Si je ne mets pas de point à la fin, c'est relatif à la zone. Donc là c'est bien Web1 et Web2 pardon, de ma zone courante. J'ai oublié de modifier le serial. Si vous voyez à un moment je fais une modif DNS et que j'oublie de modifier ce nombre-là, hurlez. Sinon je vais galérer pendant 5 minutes à ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Hop. Donc là, hop, si je fais ma requête donc de type NS, parce que j'ai fait que ça pour l'instant, on voit que là il répond Web2. Et si j'attends 10 secondes, normalement ça va changer. Web1. Ok, donc là j'ai mon NS qui a changé. J'ai évidemment pas fini parce que là j'ai juste un nom de serveur DNS et je ne l'ai pas configuré. Donc on va aller configurer Web1 et Web2. Je peux réduire un peu, vous y voyez encore hein? Non? J'ai vu un qui disait bof bof là. Hop, donc c'est pour dire zone courante. Là en l'occurrence sur mon Web1 et Web2, la zone que je configure c'est ns.ybonel.lan. D'accord, je suis un niveau en dessous par rapport à la map DNS qu'on a vu avant. Hop, donc un enregistrement de type A, 192.168.2.11. Le serial. Hop. Et pareil sur Web 2. Un truc que je voulais vous montrer aussi. Je vais faire un truc encore moins sexy que des maps DNS. Je vais faire du TCP dump. Donc là, je capture tout le trafic qu'il y a. Alors, j'ai pas testé dans cette résolution-là. On va voir ce que ça donne. Sur mon écran 4K, ça passe bien normalement. Mais... Donc, je fais une requête au client DNS dont on a le TCP dump à droite pour connaître l'adresse IP de ns.ybonel.lan. Hop. On va peut-être agrandir. Là. Donc là, si on regarde, donc 1, c'est mon laptop. Okay. Mon laptop a interrogé le DNS et lui a demandé l'adresse IP, donc le A, de ns.ybonel.lan.
Mon serveur DNS a contacté Web2 en l'occurrence pour lui demander l'adresse. Le Web2 a répondu avec l'adresse IP et mon DNS a répondu avec l'adresse IP. C'est juste pour bien montrer, parce que pour moi c'était pas clair au début, que c'est bien le DNS qu'on a contacté qui fait lui-même une requête au DNS suivant et non pas des allers-retours depuis mon poste à moi. Tac. Du coup, le dig. Donc là, j'ai l'adresse IP de Web2. On va attendre 10 secondes. Raté. Tac. Il n'y a pas de bol, je suis encore sur Web2. Voilà. Et là, je suis sur Web1. Donc on voit que de temps en temps, ça change au TTL près. Celui-là. Donc on va démarrer la démo. Donc là, c'est toujours le même scénario. J'ai 100 requêtes par seconde à la cible avec 1000 clients qui chacun fait une fois toutes les 10 secondes. On voit que la répartition de charge est moins bonne. D'accord. Que ça, on a commencé par avoir tout le trafic sur Web1. Et ça, c'est assez simple. Je vous ai dit, j'ai 10 serveurs DNS secondaires. Qu'est-ce qui se passe en fait si je fais un dig sur client 1 pour demander l'adresse IP, il me répond. Donc là, le dig, il fait vraiment la requête DNS au serveur, hein, d'accord, comme le ferait n'importe quel utilisateur. Et c'est voilà. Le dig en lui-même n'a pas de cache. Donc là, il me répond Web2. J'ai l'ordi d'à côté qui appelle le même DNS, mais il répond toujours Web2 avec un TTL où il reste plus que 5 secondes. Et là, il a changé. Donc si j'utilisais qu'un serveur DNS, vous verriez pendant 10 secondes sur Web1, pendant 10 secondes sur Web2, pendant 10 secondes sur Web1, pendant 10 secondes sur Web2. C'est pour ça que j'ai dit serveur DNS. Et du coup, faire la répartition de charge en faisant grosso modo un random sur 10, bah forcément la répartition de charge est moins bonne. Et pourquoi au début j'avais tout le trafic qui arrivait sur Web1? C'est parce que si j'attaquais les 10 DNS en même temps dès le début, ils partiraient toujours tous avec le même top de TTL au départ. Et du coup, j'aurais des changements brusques toutes les 10 secondes, en fait. C'est un peu bizarre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu pour mon injecteur les DNS disponibles décalés en 1 seconde. D'accord. Donc, il n'y a qu'au bout de 10 secondes que j'ai mis 10 serveurs de DNS disponibles. Donc, encore une fois, on a dit que le load balancing, c'était plusieurs choses. Donc, répartition de charge, certes, elle est moins bonne, mais dans la vraie vie, avec l'infra DNS d'Internet, ça le fait mieux. Par contre, il y avait 2 autres éléments qu'on voulait voir. C'était la résistance au crash et comment je déploie. Donc on va commencer par le crash. Destroy Web1. Celui qui n'a plus le trafic. Donc là, je tue la VM. Si je tape pas virge comme il faut, ça marche pas. Et si je tape pas le nom complet, je commence à avoir chaud. Hop. Tac. Donc là, on voit qu'on a un pic d'erreur. D'accord. Si vous vous rappelez, le TTL, il est de 10 secondes. Donc là, on était à 24. Voilà, là, il est 34. Donc 10 secondes plus tard, on a tout le trafic. Ce qui veut dire que dans la vraie vie, comme on ne peut pas descendre à 10 secondes, mais plutôt à 60, on a un temps de réaction au crash de 60 secondes. Ce qui n'est pas forcément idéal, mais ce qui est mieux que plein de sites actifs sur Internet aujourd'hui. Donc ça, c'est la résistance au crash. Je vais rallumer Web1. Et maintenant, comment je fais pour déployer mon appli sur Web2 sans que mes utilisateurs le voient? Alors, je vais juste attendre que Web1 ait fini de démarrer. Sinon, ça va un peu gâcher la démo. Je peux faire un curl dessus pour voir. Le engine s'est démarré et le dig a l'air d'être démarré. Alors on voit que le trafic n'a pas changé.
Ça, c'est un des trucs où, en construisant la démo, je me suis rendu compte que ça cassait un peu la démo. Visiblement, dans Bind, quand il voit qu'un serveur DNS répond pas, il met un moment avant de se redire ouais, bon, finalement, je vais peut-être lui donner sa chance. D'accord ? Donc là, je sais plus, quand je répétais la démo, ça mettait 2 ou 3 minutes avant de revoir du trafic arriver. Mais du coup, on va le provoquer. Là, je veux déployer mon appli sur Web 2, donc mettre une mise à jour Nginx, par exemple, dans mon cas. Donc je vais arrêter le flux sur cette appli. Voilà, finalement, j'arrête le serveur DNS. Et on voit que le trafic là arrive sur Web 1. Encore une fois, ça va être le TTL qui va propager. Donc on a commencé à 20, là on est à 30. Voilà. Là j'ai tout le trafic qui arrive sur Web 1. Du coup je peux déployer mon application tranquillement. Et une fois que j'ai fini, redémarrer mon bind. Okay. Hop. Je vais arrêter la démo. Ça évitera que mon laptop fume. Hop. Donc, le cascading NS, la répartition de charge, elle marche. Le déploiement zero downtime, on a vu que c'était possible. Load dispo si on a un peu de temps. D'accord. Si on est pressé, si on est à la seconde ou à la milliseconde près, ça marche pas. Est-ce que vous avez des questions ?